Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur la place de l'Afrique dans le monde aujourd'hui à la lumière du passé et d'une histoire souvent occultée. Comment cerner par exemple la stratégie chinoise actuelle en Afrique sans prendre en compte l'histoire et les rapports anciens que les Chinois ont entretenus avec le continent? Comment comprendre l'évolution de l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel voulue par Mandela, sans remonter aux premiers Bantous qui l'ont occupée? Pourquoi revenir sur les premiers esclavagistes de l'Afrique? Voilà des interrogations qui dérangent et que notre invité, l'économiste et anthropologue Tidjane Ndiaye, a choisi de soulever dans chacun de ses essais. Le dernier en date, Le jaune et le noir, vient de paraître chez Gallimard autour de la question « Comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé ?» Bienvenue. Bonjour Tidjane Ndiaye. Bonjour. Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir dans notre studio sur RFI. Vous êtes économiste de formation et aujourd'hui anthropologue, spécialiste des civilisations négro-africaines et de leur diaspora. Depuis Dakar au Sénégal où vous résidez actuellement, vous vous intéressez au-dessous de l'histoire et vos enquêtes anthropologiques sont commentées dans le monde entier. Alors vos derniers essais en date, Le génocide voilé et Par-delà les ténèbres blanches, ont suscité de nombreux débats, comme nul doute celui que vous venez de publier chez Gallimard dans la collection Continent Noir, Le jaune et le noir. Dès le titre, vous annoncez la couleur, si j'ose dire. Il s'agit de décortiquer la stratégie de la Chine en Afrique, une stratégie subtile qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, effectivement, beaucoup de gens l'ignorent, mais les relations entre l'Afrique et la Chine remontent à l'an 206 avant notre ère, c'est-à-dire sous la dynastie des Han. Mais il a fallu attendre la dynastie des Ming pour voir des périples maritimes des Chinois sur les côtes africaines. Parce que comme vous le savez, après la révolte des turbans rouges qui a mis un terme à la domination mongole, la dynastie qui s'est installée en Chine était la dynastie des Ming. Et le troisième empereur Ming, Yongle, était un homme beaucoup plus ouvert que ses prédécesseurs, puisque c'était tous des isolationnistes, comme leur pays, à l'image de leur pays, qui s'est renfermé sur lui-même pendant des siècles. Alors Yongle avait demandé à un amiral eunuque qui est très connu, d'ailleurs Zheng Yi, à la tête d'une expédition composée de 200 navires, d'aller visiter les pays étrangers, qu'il disait, visiter les pays étrangers. Mais il n'a pas parlé d'expansionnisme, etc. Mais nous verrons que tout ceci est une contre-vérité. Parce que le cheval de Troie actuel des Occidentaux en Afrique, c'est de dire que nous n'avons pas eu de passé colonial. Les Chinois en Afrique. Les Chinois, oui, en Afrique, nous n'avons pas eu de passé colonial. Nous sommes différents de ces afro-esclavagistes occidentaux, etc. Donc, notre peuple est très solidaire des peuples africains en tant que co-victimes des méfaits de la colonisation, etc. Alors qu'en fait, c'est une contre-vérité. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir avec vous, Tidjane Ndiaye, autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé, comment revenir autrement sur l'histoire du continent pour mieux comprendre le présent. Première piste de réflexion sonore tout de suite avec le mix de Guillaume Ploquin. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Après une histoire mouvementée, l'Afrique du Sud poursuit son combat pour répondre aux vœux de l'archevêque Desmond Tutu et à l'appel de Nelson Mandela de créer une nation arc-en-ciel. Alors oui, l'Afrique est le continent qui souffre le plus. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves. L'idéologie qui a accompagné la traite des esclaves est une idéologie qui a considéré que les sociétés africaines n'avaient pas été responsables de grandes réalisations historiques. Sans faire de grandes géopolitiques, chacun peut s'en apercevoir et c'est pourtant le continent qui est le plus riche de promesses. On peut se demander comment les Chinois envisagent ce continent. Quand j'entends dire que c'est la Chine ou les puissances étrangères qui sont en train de néocoloniser l'Afrique, c'est faire fi de ce que les plus grands entrepreneurs en Afrique sont d'abord africains. Est-ce que c'est si mauvais que ça que la Chine investisse véritablement en Afrique ?
Tidjane Ndiaye, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre? Certains économistes pensent que les investissements chinois peuvent être une chance pour l'Afrique. Non, je ne suis pas du tout dans cette idée-là que des chefs d'entreprise africaines, elles existent ces entreprises africaines. Mais avant l'arrivée de la Chine, je pense que certaines entreprises occidentales qui étaient sur place faisaient de la sous-traitance, travaillaient. Donc ça dynamisait un peu l'économie. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. La plupart des entreprises chinoises sont des entreprises d'État, donc des entreprises du secteur public qui sont fortement subventionnées, ce qui fait qu'ils peuvent rafler tous les marchés en éjectant les Occidentaux dans la mesure où ils peuvent présenter des offres de 30 à 50% inférieures par rapport aux concurrents. Et pendant qu'ils ramassent tous les contrats, ils concluent très rarement des conventions de partenariat avec les entreprises africaines. Et ça lèse, non seulement sur le plan économique ces entreprises, mais ça lèse une main-d'œuvre extrêmement importante dans des pays où le chômage peut toucher jusqu'à 70% de la population. Autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son histoire, on va continuer plutôt si vous le voulez bien, par décortiquer ce que vous appelez, Tidjane Ndiaye, la très subtile stratégie de la Chine en Afrique. Dans votre dernier essai, Le jaune et le noir, vous nous apprenez, contrairement à ce qu'on croit, que l'Afrique a failli être chinoise. Exact. Dans leur cheval de Troie, aujourd'hui, ils ont développé une dialectique assez subtile pour se présenter en victime du colonialisme occidental, victime des préjugés racistes, etc., alors qu'ils ont fait pire. Parce que j'étais en train de parler de l'expédition de l'amiral unique Zheng Yi. Zheng Yi a largué les amarres à partir de l'embouchure du Yangtze-Kiang en juillet 1405. 1405 pour aller, vous voyez, pour aller explorer, semble-t-il, c'était la version officielle, les pays de manière amicale, les pays étrangers, c'est le terme employé par les historiens, alors qu'en réalité, il y a deux choses quand même qui sont importantes à signaler. Ce grand navigateur a été le premier à passer le détroit de Magellan et aussi à contourner le sud de l'Afrique. Parce que selon les idées reçues ici, ce qui est enseigné de toute façon dans les écoles et dans les universités, c'est qu'après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Turcs avaient bloqué pratiquement tous les axes de communication commerciale. Donc la route de l'Orient, la route des épices de l'Inde était fermée aux Européens. Il fallait trouver une autre voie. Alors officiellement, c'est Bartholoméo Dias en 1487, le navigateur portugais, qui a été le premier à passer le cap de Bonne-Espérance, et suivi 10 ans plus tard de son compatriote Vasco de Gama. Mais en réalité, c'est ce navigateur chinois. Les Chinois l'avaient déjà fait. Ils sont passés là en 1405 avec une armada de 200 navires. Alors, les historiens chinois reconnaissent qu'en août des marins, il avait embarqué beaucoup de scientifiques, des commerçants, des artisans, des interprètes, etc. Mais ils ne peuvent pas justifier l'effectif de cette expédition. Ils étaient 30 000 hommes. 30 000 hommes, pourquoi, à votre avis? Il y avait quand même déjà ce que vous développez dans votre livre Le jaune et le noir, une vision expansionniste, une stratégie. Coloniser l'Afrique, on ne peut pas justifier 30 000 hommes. 5 000 scientifiques, commerçants, etc., on veut bien, mais les 25 000, c'était des soldats. C'est une armée puissante qui était à l'intérieur. Ce qui s'est passé par la suite, on trouve des traces, ça c'est sûr, de leur passage, des instructions en chinois dans la région du Cap. On trouve des poteries chinoises datées du XIIIe siècle dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud, et dans les ruines plus loin, donc dans les ruines du Grand Zimbabwe, on trouve aussi de la céramique chinoise. Et ils ont ramené en Chine, et ça, les historiens chinois l'attestent, une girafe, des zèbres, des lions, etc. Alors, ce qui a empêché la colonisation de l'Afrique, en fait, c'est qu'il y avait une lutte fratricide au niveau de la cour impériale. Il y avait les expansionnistes
qui était opposé aux isolationnistes. Et les isolationnistes avaient un argument de poids, à savoir que la Chine s'était bien repliée, avait une armée assez puissante, mais malgré la Grande Muraille, Genghis Khan a réussi quand même à passer, à dominer la Chine et à installer une dynastie mongole. Mais ce qui explique, en tout cas dans les rapports entre la Chine et l'Afrique, qu'il y a eu ensuite une période où il n'y a plus eu aucun rapport, jusqu'à l'arrivée de Mao. Mais ça, c'était au moment de la fin de ce conflit que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que les isolationnistes, leur argument c'était est-ce que nous allons prendre le risque? D'accord, nous avons réussi à mettre un terme à la domination mongole, mais est-ce que nous allons prendre le risque d'une aventure coloniale en éloignant des milliers de soldats, alors que notre voisin, notre pire ennemi mortel est derrière? Il lui suffit de passer le désert de Gobi. Nous avons les Mongols qui guettent toujours notre empire. Eh bien, ils ont fini, ce sont les isolationnistes qui ont fini par l'emporter. Et surtout, un autre argument de poids, après la mort de Zheng Yi, il n'avait plus un aussi brillant spécialiste des routes maritimes que Zheng Yi. Voilà pourquoi la Chine n'a pas colonisé l'Afrique, mais il s'en est fallu de peu. Aujourd'hui, quand ils disent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de le faire, c'est une contre-vérité. À ce sujet, une question pour vous, Tidiane Ndiaye, une question d'actualité qui vous est posée par quelqu'un qui répond tous les jours à celle de nos auditeurs, Juan Gomez, sur RFI. Bonjour, la Chine vient de proposer d'envoyer plus de 500 soldats au Mali dans le cadre de l'opération de maintien de la paix de l'ONU. Comment expliquer une telle offre alors que depuis maintenant une quarantaine d'années, Pékin rejette systématiquement les missions de l'ONU comme des ingérences injustifiées, et le fait que cette mission se déroule en Afrique, est-ce anodin ? Est-ce anodin ? Quel est votre avis, votre réponse à Juan Gomez, Tidiane Ndiaye ? Eh bien, moi, écoutez, ça m'affole, parce que c'est une manière de faire entrer le loup dans la bergerie. Pékin a rejeté toute intervention parce que c'était dans sa logique de non-ingérence en Afrique ne pourrait absolument pas être cohérente si elle se mettait aussi à envoyer des soldats en mission de paix même, ce serait totalement contre nature. Alors que est-ce que c'est un des nouveaux pions, puisque vous parlez de joueurs de Go pour les Chinois en Afrique? Je crois que c'est une intégration de la Chine, une intégration progressive dans le concert des nations. Leur ambition n'est pas du tout un secret, n'est un secret pour personne. C'est totalement occuper la première place économique mondiale. Et on ne peut pas être une puissance économique sans avoir une armée. On ne peut pas être une puissance économique sans être une puissance militaire. Dernièrement, ils menaçaient d'envahir le Japon, alors que ce n'était pas du tout le discours qu'ils ont tenu pendant des décennies. Aujourd'hui, montrer ses dents, montrer ses armes, c'est une manière de dire attention, je suis une puissance économique, mais je peux aussi être une puissance militaire, ce que personne ne dément. Ils possèdent la bombe atomique depuis des décennies. Donc le dragon chinois montre les dents, crache du feu et affiche finalement sa présence. Une force militaire pour égaler un peu, concurrencer leur principal ennemi, c'est-à-dire les États-Unis qui ont déjà compris avec le réveil de la Chine, que quel que soit Alpha, ils ne pourront plus agir à leur guise, comme ils le font depuis la fin du second conflit mondial et puis l'étonnante décomposition du bloc soviétique. Aujourd'hui, les Américains savent qu'il faut compter avec la Chine, et la Chine enfonce encore le clou en proposant des missions militaires. Écoutez, c'est cousu de fil blanc. Autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé, et autour de votre essai Le jaune et le noir, Tidiane Ndiaye, que recherchent les Chinois en Afrique aujourd'hui, selon vous? Je crois que là aussi, c'est tout à fait évident. On parle beaucoup de la Chine comme d'une puissance économique. C'est vrai, ça l'est. Ils sont sur la voie de dominer le monde sur le plan économique. Mais on oublie souvent que c'est encore un pays pauvre et affamé. On y compte 50 millions de riches, c'est vrai, mais qui côtoie 1,3 milliard de pauvres, et dont le tiers vit dans le dénuement complet. Si vous prenez le revenu moyen par tête d'habitant, eh bien la Chine se situe à la 100e place mondiale. Voilà pourquoi un monstre aussi affamé n'exporte que des produits des produits finis en Chine, en Afrique,
et n'importe que des matières premières, mais à une dimension, avec une boulimie jamais connue jusqu'à nos jours. Ce qui explique que c'est une stratégie de pillage en règle. De pillage et d'accaparement des terres. Vous posez cette question dans votre essai. Mais les Chinois ont parfaitement compris comment faire main basse sur un continent qui détient plus du tiers des réserves de minerais, des réserves mondiales de minerais. Si vous prenez, par exemple, la Guinée équatoriale, le Nigeria, l'Angola, vous avez là pratiquement 15% des réserves pétrolières mondiales. Et leur coût d'extraction et de production est nettement plus compétitif par rapport aux réserves du Moyen-Orient. Et pour terminer, le plus important, c'est la terre. 70% des surfaces arables non encore exploitées aujourd'hui, de nos jours, se trouvent sur le continent africain. Et leur mise en valeur aiderait à nourrir une population mondiale qui devrait atteindre les 9 milliards d'individus en l'an 2050. Sans parler maintenant de l'émergence d'une forte classe moyenne africaine qui pourrait servir de nouveaux débouchés à son économie. Voilà les éléments qui poussent la Chine à avoir le leadership sur l'Afrique, en pillage en règle. Alors, je crois que la Chine n'a pas un impact positif en termes de développement. C'est un commerce de type colonial. Cette relation sud-sud entre la Chine et l'Afrique est tout à fait analogue à une relation nord-sud qui était celle de l'Occident avec l'Afrique, donc une relation de captation de matières premières. L'Afrique reste toujours aussi peu développée en termes d'industrialisation de part de l'industrie dans son PIB. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que l'arrivée de la Chine en Afrique bouleverse le jeu géopolitique, bouleverse la relation avec l'Occident. Tidiane Diaye, vous partagez l'avis d'Antoine de Ravignan, rédacteur en chef du numéro spécial de la revue Alternative Internationale consacrée à l'Afrique qui bouge. Parfaitement. Je pense que si je vous prends à témoin, puisque vous avez lu l'ouvrage, vous savez parfaitement qu'il dit exactement ce que je dis. Sauf que vous, alors, Tidiane Diaye, dans votre ouvrage, Le jaune et le noir, autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé, vous éclairez autrement la question de l'esclavage par rapport à la Chine et aux Chinois qui disent nous sommes de votre côté, nous sommes du côté du Sud et des peuples opprimés, nous n'avons jamais pratiqué l'esclavage. C'est une dialectique bien rodée chez eux, mais je crois que quand ils sortent de la période révolutionnaire, c'était la meilleure propagande mensongère de l'histoire du communisme. Et c'est comme ça qu'ils ont renoué des liens d'ailleurs avec les pays d'Afrique, avec les pays d'Amérique latine. Voilà, ça ne change pas. Alors quand ils disent, comme je l'ai démontré tout à l'heure, ils ont failli coloniser le continent noir. Alors quand ils disent qu'ils sont solidaires des peuples africains victimes du colonialisme et de l'esclavage, alors qu'ils n'y ont jamais touché, c'est encore une autre contre-vérité. C'est totalement faux. Parce que déjà à l'an 860, dans des inscriptions trouvées à Java, on parle déjà de domestiques zen, les Zenj vendus en Chine. Les Zenj, c'était les Africains qui étaient originaires de l'Afrique de l'Est, qui avaient été déportés dans le monde arabo-musulman, notamment en Irak. Ils ont, au 9e siècle de notre ère, fomenté une révolte qui a coûté plus d'1 million de morts dans ce pays et qui a achevé et qui a donné le coup de grâce à ce qui restait de l'Empire mongol. Alors que pour les Chinois, donc, il faut dire qu'entre 1590 et 1610, lorsque le comptoir commercial portugais de Macao était extrêmement prospère du fait de l'exportation de la soie, une chose qui dérangeait énormément les Chinois qui s'y rendaient souvent, c'était des esclaves africains échappés de Macao et qui venaient circuler à Canton. Alors on les appelait les pollueurs. Les pollueurs de la vie, c'était Canton. Alors pour ce qui est de l'esclavage, ma source principale, parce que je fais très attention à ce que je dis, les historiens et anthropologues, comme tout autre chercheur, peuvent bien vérifier, c'est un ouvrage qui s'appelle Lin Wei Tai Tai, qui a été écrit en 1178, vous vous rendez compte? C'est-à-dire près de 3 siècles. Avant même que le premier Africain n'ait été déporté dans le Nouveau Monde, eh bien, cet homme qui écrivait cet ouvrage, qui était Cheu King-fei, alors il rapporte que des milliers d'esclaves africains originaires de Madagascar étaient vendus en Chine et asservis en Chine.
Autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé, Tidiane Ndiaye, moi j'ai envie de dire que vous poursuivez, une sorte de mission qui est d'éclairer effectivement le passé de l'Afrique d'une autre manière. Là on parle de l'esclavage, vous avez aussi consacré un livre au génocide voilé, à l'esclavage bien avant le commerce triangulaire, à l'esclavage des pays arabes qui venaient eux aussi, qui ont été les premiers à prendre des esclaves en Afrique. Là vous parlez historiquement donc de l'esclavage qu'ont subi les Africains en Chine. Vous voulez quoi, nous faire prendre conscience qu'on vit sur des idées reçues, ou qu'en tout cas il faut se pencher sur le véritable passé pour le rôle d'un chercheur, que ce soit en histoire ou en anthropologie, c'est d'explorer des pistes de recherche et de rapporter des faits avérés, rien que des faits avérés. Bon, on peut dépasser un peu cet objectif, comme pour ce qui est de la politique chinoise, des visées chinoises en Afrique, comme une sorte d'avertissement de ce qui va arriver. Quand vous regardez lorsqu'on a découvert les horreurs de l'univers concentrationnaire, le monde avait pris la mesure exacte de la cruauté de l'homme et surtout de la fragilité de sa condition. Mais on n'a pas fait attention à ce qui s'est passé, c'est-à-dire les chercheurs anglais qui avaient mis en garde l'Europe après le second conflit mondial, notamment le traité de Versailles, qui préparait une nouvelle guerre. C'était le travail de l'économiste Keynes. Personne n'a écouté ce qu'il a dit. C'est que vous nous dites aujourd'hui, au fond, vous dites en tout cas au monde entier et aux Africains en particulier, de ne pas se laisser avoir par les sirènes chinoises. Voilà, pour continuer dans la même logique, tout ce qui s'est passé par la suite était aussi écrit par Hitler dans Mein Kampf. Vous voyez, mais à partir de la fin du second conflit mondial, je crois qu'on écoute un peu plus les historiens, on écoute un peu plus. Mais pour ce qui est de l'Afrique et des Chinois, je ne me fais aucune illusion. Vous avez vu dans mon ouvrage comment les populations africaines accueillent ces gadgets de contrefaçon chinoise, etc. Mais les Chinois le savent. Vous inquiétez pas, ils ont étudié bien la mentalité des Africains. Là, on peut parler de néocolonialisme. Ils ont un dicton qui dit lorsque le sage montre la lune, le fou ne voit que son doigt. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Mais je me dois aussi d'éclairer sur les véritables motivations, parce que ceux qui voient très très clair dans ce deal non regardant entre la Chine et les pays africains, qui est un deal non regardant, ce sont bien certains, je dis bien certains, pas tous, certains dirigeants africains, parce que les accords qu'ils ont conclus avec les Chinois revêtent des montages financiers tellement tortueux et opaques que seul le comptable d'Al Capone pourrait démêler. Donc les peuples n'y voient que du feu pour l'instant. Autour de la question comment éclairer l'Afrique à la lumière de son passé, je propose un autre éclairage sur le jaune et le noir, pour reprendre le titre de votre essai, un autre éclairage sur la stratégie chinoise néocoloniale en Afrique, notamment vu par le sinologue Cyril Javary, qui ne partage pas tout à fait votre point de vue. Écoutez-le, Tidiane Ndiaye, et vous réagirez ensuite. Stratégie, oui. C'est vrai que les Chinois sont des joueurs de Go redoutables et qu'ils avancent leurs pions un peu partout dans le monde, par exemple en Europe de l'Est. Par exemple, ils s'intéressent beaucoup à l'île de la Réunion, qui est la partie de l'Europe la plus proche de chez eux. En Afrique également, mais je crois qu'on ne peut pas parler de stratégie concertée. C'est rentrer dans le bon vieux fantasme du péril jaune. Les entrepreneurs chinois se sont lancés isolément dans différentes entreprises importantes. Et ils en ont eu des difficultés et il y a eu des excès. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, en particulier dans le traitement social des entreprises chinoises en Chine. Mais le gouvernement s'en aperçoit. Et en particulier, la Commission chinoise des actifs d'État exige maintenant de toutes les entreprises chinoises qui sont en Afrique des documents sur leur responsabilité sociale. C'est tout simplement parce que les Chinois apprennent à investir à l'étranger. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, d'extrêmement récent pour eux. Et donc, c'est comme l'entrée dans l'OMC, ils en apprennent les règles petit à petit. Sauf que ils apprennent vite. Ils apprennent vite, ils font des cadeaux aussi, c'est-à-dire que les Chinois en Afrique construisent stades, barrages, gares. C'est une manière assez stratégique de s'implanter.
Oui, tout à fait. Ça sert beaucoup à remporter des contrats. Effectivement, si vous avez à choisir entre un entrepreneur occidental et un entrepreneur chinois qui vous offre une école, un stade et un port, le choix va à l'entrepreneur chinois. C'est la lutte commerciale normale, d'une certaine façon. Disons simplement que c'est peut-être la fin de la rente de situation que l'Europe s'était taillée en Afrique, mais il ne faut pas exagérer les choses. Jacques Gravreau, dans un article de Chine Plus, rappelait que les investissements chinois en Afrique atteignaient 6 milliards de dollars, alors que les investissements américains et européens en atteignent 23. Il y a une sorte d'effet de loupe qui peut faire craindre un nouveau colonialisme chinois en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs, sauf que les Chinois ont encore suffisamment de problèmes dans leur propre pays pour ne pas se lancer dans des entreprises de capture ou de rapture à l'extérieur. Et il y a cette sorte de diabolisation des Chinois à l'extérieur qui les dessert, et il faut dire que quelquefois ils en sont responsables. Yann Diaye, vous voulez réagir à cet éclairage du sinologue Cyril Javary? Écoutez, il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec lui, mais pour le reste, je crois qu'il a fait ce qu'on appelle, elle est formidable la langue française. C'est dans la Duchesse de Langeais que Honoré de Balzac disait, la langue française peut tout nous dire quand on sait l'interroger. Eh bien, elle possède un mot qui s'appelle sophisme, c'est-à-dire un raisonnement rigoureusement exact, mais à partir de données fausses. Alors là, il en a deux qui sont fausses. Un, vous avez lu l'ouvrage, vous avez vu que je n'ai jamais employé ce terme de péril jaune. Et ensuite, la deuxième donnée fausse et qui est essentielle dans la stratégie chinoise, c'est que tout ceci a été mûrement réfléchi, planifié et mis en place par le pouvoir de Pékin et non des entreprises, comme il dit, qui se sont lancées individuellement. C'est-à-dire que vous dites c'est une stratégie, c'est une stratégie qui vient d'en haut, de l'État, et qui ne fait que commencer, c'est ça? Bien sûr, qui est planifiée. C'est une étude qui a une commission qui était composée par des anthropologues, des historiens, qui étudiaient la mentalité de l'homme noir avant de se lancer en Afrique. Vous savez, les Asiatiques ont une approche assez spéciale dans leur relation avec les non-africains, les non-asiatiques, pardon. Lorsqu'ils ont envahi l'Asie du Sud-Est, je parle des Japonais, et là ils ne sont pas tellement différents dans la mentalité, puisque Japonais comme Chinois disent que l'homme n'est pas plus utile que l'algue s'il n'est pas productif. Vous voyez où ils situent la dimension humaine, c'est-à-dire au stade zéro. Et partout où ils avaient réussi à éjecter les Américains, les Anglais et autres, ils avaient une image forte. Ils disaient, écraser un œuf, le jaune englobe le blanc, c'est naturel. Vous voyez avec quel mépris ils traitaient les peuples européens occidentaux. Eh bien, c'est exactement la même chose dans leur approche de l'Africain. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent absolument pas du tout s'intégrer. Et pour le connaître, il fallait une commission qui était composée d'anthropologues, de psychologues et d'historiens. Donc, étudier stratégiquement la stratégie employée, justement. Les Chinois ne font pas n'importe quoi. Ils ne vont pas arriver en Afrique comme ça, comme s'ils ne savaient absolument pas où ils allaient. C'est faux. C'est une stratégie qui a été mûrement réfléchie. Dans leur système de pillage, ils ont introduit cette arme redoutable qui est la corruption, et qui savaient parfaitement que ça avait cours en Afrique depuis les indépendances et qui plombe les économies africaines. Ça, c'est le deuxième point faux qu'il a développé. Du moins, je respecte parfaitement son analyse. C'est un collègue économiste qui est brillant, connu, mais il a fait du sophisme en fait. Quelles évolutions vous percevez pour le continent africain? Je pense que les choses sont très claires. Il faudrait que les Africains se posent des questions, les bonnes questions, comme je l'ai souvent dit. Sur leur passé? Sur leur passé, je pense que des chercheurs comme moi sont là pour le rappeler. Mais se demander, est-ce qu'on peut s'inspirer d'un pays qui est très peu respectueux des droits de l'homme, qui respecte l'environnement, et dont dans l'économie, il faut toujours le rappeler, représente entre 15 et 30%
de contrefaçon, ce qui est Est-ce donc qu'on peut s'inspirer de la Chine? Voilà, une économie basée sur la triche. Bon, je pense que l'intérêt de l'Afrique, c'est de considérer ce géant asiatique comme un partenaire à l'égal des autres et à l'égal des Occidentaux, à l'égal des Européens, des Américains, des Indiens, d'arriver à maximiser le résultat de toutes ces synergies. C'est ainsi que l'Afrique évitera, puisqu'elle parle souvent du passé colonial, c'est ainsi qu'elle évitera d'aller se jeter pieds et poings liés dans le néocolonialisme d'un prédateur aussi affamé et qui n'a aucun scrupule, parce que les Chinois sont des tricheurs. Il faut absolument intégrer aussi cette donnée. La contrefaçon ne développera jamais un État, ne développera jamais une économie. La corruption non plus. La corruption, ça c'est endémique, mais bon, il y aura toujours des moyens. Quand on voit ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, où on a décidé d'arrêter ce système et de dire que tous ceux qui vont avoir des responsabilités, qui auront à gérer la chose publique, auront des comptes à rendre, eh bien là ce serait la bonne voie pour l'Afrique. Nous voilà sur la bonne voie. Merci beaucoup Didier Ndiaye d'avoir profité de votre passage à Paris pour venir nous éclairer comme ça à la fois sur le passé et sur le présent de l'Afrique. Je rappelle le titre de votre dernier essai, Le jaune et le noir, une enquête historique dans la collection Continent noir chez Gallimard.